bonjour à toutes et à tous, bonjour Monsieur Cicero. Bienvenue dans votre programme l'ASPAT Séminaire. C'est un réel plaisir de poursuivre avec vous notre cycle de séminaires portant sur le thème général Essai, critique sur l'ordre du discours juridique en Afrique, noir francophone. Avant tout, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Ndeye Diop, doctorante en droit privé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je prépare actuellement une thèse en droit international privé sur le thème du statut personnel des binationaux africains et j'aurai l'immense honneur de modérer la session de ce jour. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui, qu'il nous soit permis de présenter brièvement l'institution grâce à laquelle cette session a lieu. Je veux nommer le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora de l'ASPAD, laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Sa vocation première réside dans l'analyse approfondie des mutations contemporaines qui affectent les sociétés africaines. Le LASPAD impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme et aux relations internationales. Le laboratoire se veut également un espace de dialogue scientifique en favorisant l'interdisciplinarité, mais aussi en rendant accessibles les savoirs produits par ces chercheurs sur les thèmes phares qui structurent ces actes de recherche. C'est dire qu'il accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs et aussi au partage des savoirs. Les différentes et riches discussions qu'il organise dans le cadre de ces cycles de séminaires répondent à ce double objectif en faisant d'abord office de vitrine pour les travaux de recherche des doctorants et par ailleurs en permettant, par le truchement de ces canaux de communication, un accès effectif de ces travaux au public. Je ne saurais terminer cette parenthèse sans remercier le laboratoire de recherche auquel je suis affiliée, le laboratoire d'études et de recherche critique sur le droit en Afrique, Guy Adjeté Kouassigan, le LERCDA, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nouvellement créé, le LERCDA se donne pour ambition en Afrique une science du droit se voulant non seulement plus sensible à l'apport des autres disciplines de sciences sociales, mais aussi et surtout de penser une science du droit soucieuse des réalités socio-anthropologiques, c'est-à-dire de réécrire le droit africain à partir de l'Afrique. Grâce aux efforts conjugués de ces deux laboratoires, mes collègues et moi sommes aujourd'hui ravis de partager avec vous les modestes fruits de nos recherches avec la contribution précieuse de l'intervenant de ce jour. Qu'ils en soient infiniment remerciés. Mesdames et messieurs, cela fait maintenant plus d'un demi-siècle que les États africains ont accédé à l'indépendance. Une indépendance que certains qualifient de factice, car l'Afrique continue de subir aujourd'hui, encore plus qu'hier, les séquelles de la domination occidentale. Elle n'a toujours pas été délivrée de l'oppression culturelle, économique, politique, scientifique, épistémologique imposée durant la colonisation. La libération matérielle de ces territoires n'a pas réellement abouti à un monde post-colonial. La réalité étant que le colonialisme a survécu à la décolonisation. Il s'est transformé, a muté sous d'autres formes. Une de ces formes les plus radicales est la colonialité épistémique. Fort de ce constat, une pensée décoloniale a vu le jour, appelant à l'idée d'une nouvelle décolonisation. Une décolonisation cette fois-ci non militaire, non politique, mais celle des savoirs. Néanmoins, si les études postcoloniales et décoloniales ont depuis quelques années largement irrigué les divers champs disciplinaires des sciences humaines et sociales, les sciences juridiques, quant à elles, restent hermétiques à l'appel à la désobéissance épistémique postulée par ces études. Pourtant, c'est principalement par le biais du droit que l'Occident a imposé sa vision du monde au sein de ses colonies. Or, à l'exception de quelques travaux aux portes résiduelles, il n'existe pas en Afrique un véritable courant de pensée occidental dans les sciences juridiques. L'enjeu alors est de rectifier ces trajectoires en inscrivant les sciences juridiques dans ces perspectives décoloniales. Détacher celle-ci de l'épistémie occidentale. Mais comment? Comment mettre fin à un procédé d'exportation épistémologique qui prive le droit positif africain de ses capacités à produire un narratif propre, suivant ses propres référentiels culturels? Comment exorciser l'imaginaire épistémique pour permettre au droit positif africain de retrouver pleinement sa faculté de produire du sens? Comment relever le défi de la désobéissance épistémique sans tomber dans l'infructueuse aventure d'un retour au passé? Autant de questionnements actuels qui méritent réflexion,
d'où l'intérêt de ce séminaire articulé autour du thème sciences juridiques et perspectives décoloniales. Et comme intervenant pour en discuter, nous avons l'honneur d'accueillir M. Mamadou Sissoko. M. Sissoko, nous vous souhaitons le bienvenu dans notre programme l'ASPAT Séminaire. M. Mamadou Sissoko est doctorant en droit privé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et membre du LERCDA et tuteur à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Ses recherches portent particulièrement sur l'anthropologie juridique, la philosophie du droit, le droit civil et le droit des biens. Il est par ailleurs auteur de l'ouvrage L'Afrique en quête de renaissance, publié en 2023, et de plusieurs articles scientifiques. Sans plus tarder, M. Sissoko, je vais vous donner la parole, mais avant, permettez-moi de repréciser brièvement l'organigramme de cette session. Elle doit durer 1h30 et vous avez 45 minutes de communication. C'est après ce temps de parole que nous allons ouvrir les discussions en permettant à celles et à ceux qui souhaiteraient contribuer aux échanges de le faire. La parole est à vous. Merci beaucoup, Mme Diop. Je vous remercie pour cette belle présentation. Avant de commencer ma communication à proprement parler, je tiens à remercier et féliciter le LASPAT pour ces séminaires doctoraux à travers lesquels sont abordées plusieurs questions essentielles sur le devenir scientifique de notre très cher continent, l'Afrique. Je tiens également à remercier vos collègues, les 5 de l'ERCDA, comme on vous désigne ici dans le cadre du programme d'ASPAT Séminaire, vous qui m'avez permis d'être ici et de pouvoir m'exprimer sur un sujet aux enjeux scientifiques immenses. Je sollicite enfin l'indulgence du public, en particulier les spécialistes et professeurs de droit qui sont ici. Ce n'est pas si évident pour un jeune doctorant qui cherche encore ses marques dans le monde de la recherche scientifique d'animer un séminaire portant sur un sujet aussi vaste et complexe. Perspective décoloniale et sciences juridiques, le chantier est énorme et nécessite beaucoup d'érudition pour pouvoir aborder toutes les problématiques essentielles qu'elle soulève. Et conscient de cela, notre communication d'aujourd'hui n'aura donc aucune ambition à l'exhaustivité. Elle sera plutôt inscrite sur des points définis avec des objectifs bien déterminés. Ces précisions faites, nous allons donc articuler notre communication de ce matin autour de 3 points essentiels. Premièrement, nous allons revenir un peu sur la pensée décoloniale, sa spécificité comme courant de pensée et ce qui constitue son apport scientifique dans le monde de la recherche. Ensuite, deuxièmement, nous comptons analyser la rencontre entre sciences juridiques et perspectives décoloniales. Il s'agira ici de faire un état des lieux, expliquer les difficultés du dialogue entre ces deux. Et troisièmement, pour finir cette communication, nous tenterons modestement de dégager quelques sentiers décoloniaux qui, lorsque mis en œuvre, pensons-nous, devront permettre les sciences juridiques d'avoir le rayonnement qu'elles méritent en Afrique. Nous en venons donc au premier point, consacré à l'étude de la théorie décoloniale, de son apport scientifique et de sa spécificité par rapport à d'autres courants qui pourraient avoir, comme elle, les mêmes revendications épistémologiques. Et nous pensons particulièrement aux études postcoloniales. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a encore un flou sémantique qui est en train de planer entre études décoloniales et études postcoloniales. C'est donc l'occasion de lever ce voile et de mettre fin à ce flou sémantique pour comprendre la raison d'être de ce courant et de ces chantiers. Ça, c'est la première raison importante de l'étude de ce point 1. Et la deuxième raison importante, c'est l'intérêt qu'on peut avoir à comprendre après cette étude ce que pourrait être l'apport des perspectives décoloniales dans les rencontres avec les sciences juridiques. Donc, premièrement, comparaison, études décoloniales et études postcoloniales, afin de mettre en lumière la spécificité des perspectives décoloniales, de ses chantiers et de son apport scientifique. Pour faire apparaître, à mon sens, la spécificité des théories, de la théorie décoloniale, des perspectives décoloniales, il faudra partir d'abord de sa définition. Qu'est-ce que nous entendons par perspective décoloniale?
Nous pouvons entendre par perspective décoloniale un courant de pensée qui se propose de réinterpréter la modernité à travers le prisme de la colonialité, en prenant comme point de départ la colonisation occidentale de l'espace latino-américain. Partant de cette définition, on peut donc voir que la pensée décoloniale revendique trois différences nettes avec la pensée postcoloniale. Et ces différences tiennent d'abord au lieu d'énonciation, ensuite au champ d'investigation et enfin à l'approche épistémologique. Sur le plan du lieu d'énonciation, qu'on peut appeler encore source, les perspectives décoloniales revendiquent leur ancrage dans une expérience historique particulière. Et quelle est cette expérience? C'est la colonisation de l'Amérique latine et des Caraïbes par les Portugais et les Espagnols qui débutent en 1492. 1492, c'est une date hyper importante pour comprendre la pensée décoloniale. Parce que c'est à partir de ce moment, c'est à partir de cette date que les auteurs qui se revendiquent de ce courant de pensée pensent les rapports de domination en cours actuellement dans le monde. Et 1492, en croire aux historiens, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ère de la première modernité. Nous sommes donc entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle, donc la fin du Moyen Âge et le début de l'âge moderne. C'est ce qui n'est pas le cas des études postcoloniales qui, elles, se situent plutôt dans le contexte de la colonisation des pays d'Afrique et d'Asie. Et donc, nous nous situons entre le 19e siècle et le 20e siècle. Et cette colonisation des pays d'Afrique et d'Asie interpelle d'autres puissances étrangères qui sont les Français et les Anglais. Ça, c'est le premier point de différence. Le second point de différence entre perspective décoloniale et études postcoloniales tient au centre d'investigation. Au centre d'investigation. Les études postcoloniales ont pris racine dans les départements de littérature, terrain à partir duquel elles pensent les rapports de domination dans le monde, mais à partir duquel également elles critiquent l'eurocentrisme des discours. Ce qui n'est pas le cas des perspectives décoloniales, qui, elles, plutôt tirent leurs sources des sciences sociales et comme telles articulent les analyses économiques, sociologiques, historiques avec des développements philosophiques. Ça, c'est le deuxième point de différence. Le troisième point de différence entre théorie décoloniale et théorie postcoloniale tient à l'approche épistémologique. Si les deux courants se retrouvent sur la critique de l'eurocentrisme, ils n'ont pas les mêmes démarches. Les perspectives décoloniales revendiquent une approche plus radicale comparée aux études postcoloniales. Parce que les études postcoloniales, en soi, s'attellent plutôt à expliquer et à comprendre les effets de la colonisation sur notre situation actuelle du monde. Et c'est à partir de ces effets qu'elle pense du moins, lors du discours, ce qui n'est pas le cas des études décoloniales qui, elles, au lieu de s'intéresser strictement sur les conséquences, s'attaquent aux causes, c'est-à-dire aux fondements structurels et systémiques de cette domination. Donc, partant de là, on peut dire que l'approche décoloniale est plus radicale parce qu'elle s'intéresse aux fondements des dominations actuellement en cours. À partir de cette étude comparative, on peut donc retenir que les perspectives décoloniales constituent un projet politique et théorique qui cherche un retournement épistémologique. Car trop souvent, nos modes de pensée, nos développements appliqués sont hérités de systèmes coloniaux qui, eux, sont basés sur des logiques de domination, avec d'une part un savoir occidental considéré comme supérieur et d'autre part un savoir produit et issu des peuples colonisés considérés comme inférieurs. Explorer les expériences décoloniales, c'est donc finalement apprendre à faire autrement. C'est-à-dire, pour parler comme Frantz Fanon, passer à autre chose.
en questionnant nos méthodes, nos pratiques et nos réflexes. La perspective décoloniale, ainsi identifiée dans sa singularité, dans son approche et ses méthodes, nous allons maintenant essayer de voir à quoi consiste son apport dans le monde de la recherche scientifique. Donc, apport de la pensée décoloniale. En notre sens, l'apport le plus significatif de la pensée décoloniale, c'est le concept de colonialité, dont la paternité est attribuée au sociologue péruvien Aníbal Quijano. Quijano définit la colonialité comme l'ensemble des rapports coloniaux de pouvoir séparant les dominants des dominés qui s'est établi dans le monde à partir de 1492 et qui s'est maintenu jusqu'à nos jours. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'année 1492 est une date, un moment hyper important pour comprendre la pensée décoloniale. Donc, selon Quijano, la colonialité, en tant que structure permanente du colonialisme, touche à toutes les sphères de la vie. Et c'est à partir de cette base conceptuelle, déclinée par Quijano, que d'autres penseurs ont complété sa théorie en l'appliquant à d'autres domaines. Et l'un des domaines qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le savoir. Donc, évolution ou extension du concept de colonialité au savoir. Plusieurs auteurs ont travaillé sur ce domaine. Il suffit de consulter la littérature pour s'en rendre compte. Toutefois, à notre sens, l'intellectuel qui s'est le plus distingué sur ce terrain, c'est le sémiologue argentin Walter Mignolo. Avant d'en venir à sa désobéissance épistémique, Mignolo démontre que la colonisation est créatrice d'un privilège épistémique, celui de la consécration du savoir occidental sur tous les autres savoirs qui lui sont extérieurs. Autrement dit, pour Mignolo, la colonisation a créé, a engendré une hiérarchisation des savoirs. De sorte que dans sa mise en œuvre, elle s'est attelée à imposer les connaissances et l'expérience des communautés considérées comme supérieures, considérées la communauté occidentale au reste du monde. Et dans le sens contraire, la colonisation s'est attelée à inférioriser les savoirs issus des communautés zadistes colonisées, dominées, considérées comme inférieures. Ainsi donc, on peut se rendre compte que la colonialité, la notion de colonialité du savoir, fait donc référence au processus de subalternisation des savoirs et des connaissances non occidentales, non occidentaux du moins. Partant de ces éléments, on peut donc comprendre que la pensée décoloniale cherche à mettre fin à cette violence épistémique, de sorte que les savoirs endogènes des peuples non occidentaux puissent monter en dignité. Né en Amérique, dans les Amériques latines plutôt, s'exportant en Amérique et puis plus tard dans le reste du monde, les perspectives décoloniales se sont emparées des sciences sociales africaines, se sont emparées des sciences sociales africaines, notamment l'histoire, la philosophie, l'anthropologie. Ainsi se demande-t-on quid du droit, quid des sciences juridiques, comment les sciences juridiques réceptionnent-elles ces perspectives décoloniales, pourquoi se montrent-elles réceptives ou bien pourquoi se montrent-elles hostiles. C'est ce que nous allons voir dans notre point 2 qui constituera notre discussion axée sur la rencontre entre perspective décoloniale et sciences juridiques. Donc, deuxième point, rencontre entre perspective décoloniale et sciences juridiques. Sur la rencontre entre perspective décoloniale et sciences juridiques, il faudra établir un constat de base, lequel constat consiste à dire qu'il y a manifestement un désintérêt manifeste de première heure. Les perspectives décoloniales n'ont pas trouvé dans les sciences juridiques le même accueil favorable que les réservent les autres disciplines des sciences sociales, comme l'histoire, par exemple, la philosophie, la linguistique, la socio-anthropologie, etc. Dans ces domaines que je viens de citer,
il existe en réalité un travail colossal qui est déjà effectué par la doctrine revendiquant ses spécialités. Des penseurs comme Valentin Yves Mourimbe, Ebussi Boulaga, Colin Huntonji, Alexis Kagame, Joseph Tonda, Jean-Marc Ella ont eu à questionner la colonialité du savoir produit autour de ces disciplines dont ils revendiquent la spécialité. On ne saurait malheureusement dire la même chose s'agissant des sciences juridiques en Afrique, dans lesquelles le legs colonial a été soigneusement conservé. La doctrine juridique africaine n'a véritablement pas cherché à remettre en cause le legs colonial. Et sans être provocateur, on peut dire que le legs colonial n'a pas été pris, n'a pas, la doctrine juridique africaine, autant pour moi, n'a véritablement cherché à remettre en cause le legs colonial. Et sans être provocateur, on peut dire que la pensée décoloniale n'a pas été très prise au sérieux. Les juristes africains se sont pour l'essentiel alignés dans la lutte de connaissances, de production de connaissances occidentalo-centrées. Ce qui donc veut dire que production doctrinale, réforme législative, proposition de loi sont inféodées à cet héritage juridique colonial. Ce qui donc signifie en conséquence qu'en lieu et place d'une remise en cause de l'épistémologie juridique coloniale, la doctrine africaine a plutôt adopté une démarche mimétique. Le problème, c'est que cette épistémologie coloniale qu'on a conservée pense le droit comme un système clos, autonome, avec une rationalité propre. Si ce modèle qui pense le droit comme un système clos, comme une discipline autonome avec sa rationalité propre, peut trouver des éléments explicatifs dans le monde occidental, ce modèle ne saurait toutefois prospérer en Afrique sans violence en raison du caractère métaphysique de l'ordre social. Dans la conception négro-africaine, le monde se conçoit en réalité comme un tout indivisible. Or, il se trouve que le positivisme juridique qu'on a hérité de l'épistémologie coloniale se conçoit à partir de logiques binaires, à partir de logiques de classification. Ce qui donc signifie que la dichotomie personne-chose, la dichotomie statut personnel sexuel qu'introduit le droit occidental, en croire en tout cas aux travaux de l'anthropologue français Marcel Mauss, ne saurait prospérer en Afrique, où tout est impliqué, tout est lié. Donc, en reprenant ce schéma de dissociation des objets du droit et de clôture de la discipline, le phénomène juridique en Afrique s'isole, non seulement dans ses rapports avec l'ordre social qui se veut métaphysique et très complexe, mais aussi dans ses rapports avec les autres disciplines qui lui sont auxiliaires. Ce qui donc nous amène à faire un constat qui n'est pas très élogieux, c'est que les juristes africains semblent ignorer que cette démarche positiviste importée, que l'on garde encore dans nos traditions juridiques, n'est que le fruit des représentations occidentales du droit. Or, ces représentations ne constituent qu'une émanation de la subjectivité culturelle occidentale. Et comme telle, elle ne saurait constituer un modèle universel, d'où la nécessité d'en sortir. Une certaine doctrine en a pris conscience et tente modestement de poser les jalons d'une déconstruction de cette façon de dire, de penser et de faire le droit en Afrique. Donc, en marge de ce constat de première heure qu'on a tout à l'heure fait, c'est-à-dire un désintérêt manifeste de première heure, aujourd'hui, il y a un vent décolonial qui est en train de souffler, in crescendo, et qui conviendra de matérialiser à travers le point suivant. Dernièrement en Afrique, c'est le constat qu'on peut faire lorsque l'on consulte la
littérature récente, il y a un vent décolonial qui est en train de souffler. Il existe en effet une certaine doctrine, bien que minoritaire, qui milite dans le chantier de la désobéissance épistémique. Et ce chantier, à notre sens, est ouvert en Afrique, noire francophone, par le juriste togolais Guy Adjete Kwasigan. Guy Adjete Kwasigan est un auteur fondamental et un auteur indispensable pour comprendre ce vent décolonial qui souffre une crescendo. Parce que en 1966, Guy Kwasigan a été l'un, sinon le seul auteur à notre connaissance, qui a eu le courage de questionner la fabrique du droit à travers le prisme du positivisme juridique. Guy Kwasigan, prenant comme objet d'étude le droit de la famille africaine, a questionné la colonialité du savoir produit autour de ces disciplines. Il partait d'un constat. Après avoir questionné les législations des États d'Afrique noire francophone, que dans ces législations, la coutume ou bien les pratiques culturelles africaines ne sont pas prises en compte et sont évincées dans la production du droit. Or, il se trouve qu'en pratique, ces coutumes, ces pratiques culturelles continuent d'avoir en tout cas une certaine force d'ancrage et une certaine vigueur dans les rapports sociaux. Donc, Kwasigan dit finalement qu'il fallait changer ça parce que cette méthode, cette façon de dire le droit n'est pas la bonne dans la mesure où le droit se situe en marge des réalités sociales africaines et que les droits de droit qu'on a hérités ou bien qu'on a conceptualisés en s'inspirant du modèle occidental, c'est un droit hors sol, c'est un droit imposé, c'est un droit qui n'est pas adapté à nos réalités sociales. Donc, c'est à partir de cette date qu'on peut situer les premiers jalons, les premiers pas de l'approche décoloniale. C'est-à-dire, pour la première fois, on voit un juriste africain. Dans une période où le positivisme est à chance d'or en Afrique, questionner la colonialité du savoir produit autour du droit privé africain et plus particulièrement autour du droit de la famille. Et d'ailleurs, Kwasigan, aujourd'hui, commence, en tout cas, son œuvre commence à gagner, en tout cas, une certaine reconnaissance et le respect qu'elle mérite. Dans la mesure où notre laboratoire auquel nous sommes tous les deux affiliés, on peut voir que c'est à partir de son nom, en tout cas, est adossé, son nom est ajouté, en tout cas, à notre laboratoire, une façon de lui rendre hommage. Et tout à l'heure, je lisais, en tout cas, sur LinkedIn, qu'il y a de cela 2 ou 3 jours, les actes de colloque qui lui sont dédiés sont actuellement disponibles. Donc, c'est une façon de dire que Kwasigan, en réalité, a été le point de départ de l'approche décoloniale, a eu, en tout cas, des productions qui aujourd'hui sont en train d'être questionnées, sont en train d'être questionnées et, et, et étudiées pour pouvoir, en tout cas, utiliser ce qui pourrait permettre, en tout cas, de mettre fin, en tout cas, à ce caractère hors sol du droit africain. Donc, Kwasigan est un auteur fondamental. Il a ouvert un chantier en 1966 et aujourd'hui, son appel semble avoir, en tout cas, un écho favorable auprès de la doctrine récente. Et c'est dans cette perspective que s'inscrivent, par exemple, les travaux du professeur Diouf, en particulier, en tout cas, son article très commenté, très fouillé, Repenser le droit civil comme catégorie juridique en Afrique. Le professeur Diouf, en réalité, fait le même travail que Kwasigan, fait un même constat, arrive en tout cas aux mêmes conclusions. En prenant le droit civil africain comme objet d'étude, le professeur Diouf arrive à dire que finalement, ce que nous considérons comme droit civil en Afrique n'est qu'un ersatz du droit français. Parce qu'il est assez cocasse, en tout cas selon lui, et nous partageons son sentiment, de voir une discipline juridique qui se propose dans son ontologie d'être, en tout cas une discipline de l'identité. Le droit civil est un droit de l'identité. Une discipline comme telle puisse rester muet, puisse évincer, en tout cas dans sa fabrique, dans ses normes, dans son contenu, les réalités
culturelles et les réalités sociales du peuple, en tout cas, qu'elle cherche à régir. Et c'est ce qui est le cas du droit civil africain. Quand on consulte la plupart des droits civils des États d'Afrique francophone, on ne voit presque nulle part où il est fait place aux réalités africaines ou bien aux normativités africaines. Et si par hasard, par exception, cela existe, celles-ci n'ont qu'une portée résiduelle, qu'une part résiduelle dans la réglementation. Donc, Diouf en arrive à dire la même chose que Kwasikan en disant qu'il faut changer cette façon, cette démarche et cette méthode. Mais ce qui est encore plus, plus remarquable, c'est de constater qu'à l'heure actuelle, il y a des disciplines qui, naguère, se montraient hostiles, se montraient réfractaires à tout investissement épistémique. C'est le cas du droit des affaires OHADA, c'est le cas de la bioéthique. Ces disciplines, aujourd'hui, commencent à comptabiliser, en tout cas dans les littératures, quelques réflexions, quand bien même c'est moindre, ou bien en tout cas ce n'est pas encore costaud et conséquent, mais quelques réflexions qui aujourd'hui questionnent certaines de ces catégories, certaines de ces institutions ou bien législations à travers le prisme de la décolonialité. Tout récemment, il y a l'article du professeur Jean-Louis Correa et de Mamadou Diawara, qu'on peut citer à titre d'exemple d'ailleurs, parce qu'à travers cet article, ces deux auteurs questionnent les critères de commercialité à travers le prisme décolonial. Mais bien avant eux, il y a un auteur camerounais, Vicaire Bebiassi Wafo, qui a eu à faire un travail plus radical et plus exhaustif, à notre sens, que Correa et Diawara. Dans la mesure où Vicaire Bebiassi Wafo ne vise pas expressément le droit commercial, mais s'attaque à toute l'armature du droit OHADA. Et dans sa réflexion si dense et si commentée, Bebiassi arrive à une conclusion très regrettable. C'est que dans sa conclusion, c'est quoi? C'est que le droit des affaires OHADA n'est pas un droit des affaires africain, mais c'est plutôt un droit international des affaires appliqué aux sociétés africaines. Et il a su brillamment démontrer cela en questionnant les fondements du droit OHADA, en questionnant les procédés du droit OHADA et surtout les finalités. Mais tout ce que Correa et Diawara ont dit et tout ce que BBS également a ajouté, cela a été dit depuis 2007 par Pierre Bourret, un auteur français, dont la chronique célèbre sur Dalloz avait passé au peintre, en tout cas, le droit OHADA, en montrant que finalement, le droit OHADA, c'était un droit hors-sol, c'est un droit imposé aux États africains. Parce que dans sa production, ni les Africains n'ont pris part à ce droit, et ni les réalités africaines n'ont été prises en compte dans sa fabrique. Et c'est dans cette même perspective que peuvent également être cités les travaux du professeur Elassane Mandiaye en matière de bioéthique. Jusque-là, en tout cas, à notre ces travaux sont publiés dans les mélanges en l'honneur du professeur Isaac Yankomandiaye. Et à notre connaissance, à notre niveau de connaissance, je précise bien avant lui, il n'y avait pas véritablement de travaux qui, en tout cas, sillonnaient ce domaine et interrogeaient ses fondements à partir de la pensée décoloniale. Et c'est ce que le professeur Alassane a eu à faire avec la bioéthique au Sénégal. C'est dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, malgré le désintérêt de première heure. L'appel de Kouassigan commence à résonner, à avoir un écho favorable, à avoir un accueil favorable. Et cela se confirme lorsque l'on consulte l'article de notre ami Adama Kamara Tchoubou. C'est un article à apparaître qui n'est pas encore publié, mais dans ses travaux, notre ami Tchoubou dit que entre 2023 et 2024, le mot décolonial est apparu comme mot-clé plus de 3 fois dans diverses disciplines de la littérature juridique, de l'intelligentsia juridique dakaroise. Donc, c'est dire qu'il y a quelque chose qui est là, mais il faut rester lucide en ne pas surévaluer cela, mais surtout d'apprécier cela avec froideur, mais aussi avec la reconnaissance qu'elle mérite. Parce qu'il faut le dire qu'il y a quelque chose, un vent de rupture qui est en train de souffler,
Parce que la tradition positiviste, c'est la tradition dominante en Afrique et beaucoup de juristes encore s'y tiennent encore. Et on peut espérer donc que ce vent décolonial qui est en train de souffler peut s'intensifier et arriver à créer ce déclic dont on a besoin pour poser véritablement, pour en tout cas réussir à gravir ce palier et à essayer de féconder et de fabriquer un droit africain qui arrive à être le reflet des pratiques culturelles africaines et des réalités sociales africaines. Et c'est donc dans cette perspective que nous allons tenter de proposer modestement quelques sentiers d'écologie qui nous paraissent en tout cas fondamentaux et dont la mise en œuvre devrait permettre aux sciences juridiques d'avoir en tout cas un accueil plus chaleureux de la part de ses destinataires, les populations africaines. Donc, nous en venons à notre troisième point de discussion, c'est-à-dire ce point qui est consacré au sentier d'écologie. Ici, il s'agira de faire une pression de taille. On n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Je reste persuadé que les sentiers décoloniaux à engager dans les sciences juridiques sont énormes et pluriels. Donc, il s'agira ici donc d'identifier quelques qui pourraient en tout cas donner une idée de ce que devraient être les sciences juridiques en Afrique. Donc, le premier sentier décoloniaux qu'il conviendra en tout cas à notre sens d'engager, c'est celui de l'ouverture des sciences juridiques à l'approche interdisciplinaire. Aujourd'hui, il y a une crise qui est notée dans les sciences juridiques. Et cette crise a été relevée plusieurs fois par les anthropologues, par les juristes eux-mêmes, par les historiens et par la plupart des populations non juristes. Parce que à l'examen, en tout cas, de leur rapport avec les scientifiques, elles constatent en réalité qu'il y a une tension. Il y a des contradictions manifestes qui sont là. Et cela revient aux propos de Valentin Edoumbé en critiquant les sciences sociales en Afrique, en disant que ce sont des sciences folles. Aujourd'hui, tout observateur averti peut se rendre à l'évidence que les sciences juridiques qu'on a en Afrique ne sont pas des sciences juridiques qui nous parlent. En réalité, elles ressemblent plutôt à des sciences juridiques bureautiques, ésotériques et si éloignées des façons de faire, de la réalité, en tout cas sociale, des populations locales. Cette crise, d'ailleurs, ce qui est assez remarquable, c'est de constater que même les juristes positivistes qui s'attachent encore à la norme, aujourd'hui, constatent qu'il y a un problème avec nos sciences juridiques. Donc, c'est dire que le problème, en réalité, a une ampleur manifeste. Elle conviendra de le résoudre. Et pour moi, l'approche, en tout cas, l'approche, en tout cas, la plus réalisable, c'est la plus, en tout cas, faisable au plan technique, c'est d'ouvrir les sciences juridiques aux autres disciplines qui lui sont auxiliaires, c'est-à-dire l'approche interdisciplinaire. Aujourd'hui, il ne s'agira plus de rester, en tout cas, de conserver ce système clos, ce système isolé, mais plutôt de l'ouvrir, en tout cas, à d'autres disciplines, à faire dialoguer les sciences juridiques avec d'autres disciplines, afin de les permettre, en tout cas, d'avoir le rayonnement qu'elles méritent. Donc, aujourd'hui, il faut partir d'un constat, c'est que le paradigme positiviste à travers lequel les sciences juridiques sont introduites en Afrique épouse les sciences de la nature. Donc, ce sont des sciences juridiques aujourd'hui qui se veulent rationnelles et objectives. C'est à cause de l'ancrage du paradigme positiviste. Le problème, c'est que, tout à l'heure, j'ai abordé cela, le réel africain que le droit est censé traduire dans sa normativité, ce n'est pas un réel qui répond à ces critères. C'est plutôt un réel métaphysique, un réel complexe, indissociable avec le sacré. Donc, forcément, en prenant la méthode positiviste qui vise l'individu, qui vise la rationalité de l'objectivité, et l'appliquer à un ordre social qui vise la communauté et qui est métaphysique
et qui pense le monde comme autoritaire, forcément, il y a problème. Il y aura forcément problème. Donc, il faudra abandonner cette approche qui consiste à penser le droit en réalité comme une science isolée des autres sphères scientifiques, et cette approche qui revendique une objectivité des sciences juridiques dans ses normes. Il faut abandonner cette approche au profit d'une ouverture des sciences juridiques à d'autres disciplines afin de pouvoir en tout cas prendre en compte ce caractère métaphysique et cette spécificité culturelle africaine qu'on ne doit pas nier. Qu'on ne doit pas nier. Ensuite, l'autre chantier qui m'apparaît fondamental, c'est celui du multilinguisme dans la production du savoir juridique. Cette question a déjà fait l'objet d'un séminaire ici avec Mme Fatikine Kamara, notre FOF, qui a montré en réalité qu'aujourd'hui, la question en soi est arrivée en maturation. C'est-à-dire, nos langues ont, malgré le fait d'être, en tout cas, durant tout ce temps, d'être diabolisées par la prose coloniale, ont su, en tout cas, se montrer résilientes et aujourd'hui existent bel et bien. Elle existe non seulement dans la pratique de tous les jours, mais elle existe scientifiquement parce que les penseurs qui s'intéressent à ces questions, notamment les linguistes, ont eu en réalité à montrer la scientificité de ces langues en codifiant celles-ci, et les pouvoirs publics également ont tenté modestement de faire des efforts en consécrant constitutionnellement ces langues. Vous ouvrez la Constitution du Sénégal, vous allez voir que ces langues ont quand même une certaine reconnaissance. Il y a certaines langues qui sont citées, et vous allez dans les départements de linguistique à la fac des lettres, vous allez voir qu'en réalité, que ces langues, en tout cas, ont eu à être codifiées et peuvent être utilisées comme support intellectuel et support scientifique. Et c'est Anta Diop en parlait déjà pour sortir de ce qu'il convient en tout cas d'appeler l'avortement culturel. Donc, on doit ouvrir les sciences juridiques à cette perspective de la langue. Aujourd'hui, il n'échappe à aucun observateur averti que les langues à travers lesquelles les sciences juridiques sont enseignées sont des langues coloniales. Or, ces langues coloniales ne sont pas majoritairement parlées par les Africains. Maintenant, imaginons enseigner ou bien dire une discipline aussi technique que le droit avec des langues qui ne sont pas majoritairement comprises par les populations, on se retrouve à face d'une impasse, d'une double équation qu'on n'est pas encore prêt à résoudre. Donc, la seule solution aujourd'hui, c'est de passer de l'unilinguisme vers le plurilinguisme. Et qu'est-ce que le plurilinguisme signifie? C'est d'essayer de prendre en compte les langues locales dans la production du savoir juridique. Dans la production du savoir juridique. C'est la seule façon de réussir à réconcilier les sciences juridiques avec les populations locales, et c'est la seule façon de réussir à faire de faire des sciences juridiques la chose de tous. Tant que l'on continuera sous ce risque des langues coloniales, le droit sera toujours vu comme une discipline bureautique, une discipline en tout cas qui s'adresse aux personnes instruites au sens occidental du terme. Or, le droit doit avoir des ambitions plus grandes. Le droit ne saurait se limiter à cela. Donc, deuxième chantier, la chantier de la langue, passer de l'unilinguisme au plurilinguisme en prenant en compte les langues locales dans la production du savoir juridique. Et dernier chantier, et c'est un chantier qui nous paraît fondamental et qui va plaire sans doute au professeur Diouf et à Adama Kabourechevu, c'est le fait de sortir du dogme du droit codifié. Le positivisme colonial qu'on a hérité et qui s'est implanté en Afrique a imposé chez nous le dogme du droit codifié. Et dans l'approche civiliste du droit codifié, la seule norme juridique valable, c'est celle qui provient d'une autorité centrale. Comprenons l'État. C'est ce que l'on appelle le monisme juridique, fils du centralisme étatique.
Partant de cette idée, le seul droit valable, c'est le droit légiféré. C'est le droit légiféré qui est valable. Et il ne saurait exister de droit en dehors de celui-ci, c'est-à-dire le droit légiféré. Cette option a été véritablement contre-productive, comme on peut le voir. Tout à l'heure, on a brossé la question de la langue. Des populations qui ne comprennent pas les langues coloniales et qui ne parviennent pas, en tout cas, à s'illustrer en termes de lecture et d'écriture, et qu'on vienne d'imposer un droit codifié, un droit écrit, c'est une manière de rendre le droit impopulaire, c'est une manière de rendre le droit infécond au plan social. Donc, il faut abandonner ce concept. Aujourd'hui, le dogme du droit codifié, c'est-à-dire tout le droit doit être légiféré, codifié, il faut sortir de cela. Maintenant, sortir de cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner le droit codifié, c'est-à-dire le droit écrit. Mais il faut trouver un autre référent juridique au droit codifié. Et dans cette tâche, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abandonner le monisme juridique, c'est-à-dire, premièrement, de dire que seul le droit qui provient d'une autorité centrale est valable. Il faut abandonner ça et donner aux populations africaines la possibilité de se référer à leurs pratiques coutumières, surtout sur des questions en rapport à la famille et au foncier. Pourquoi leur donner la possibilité? Il faut partir de l'exemple ivoirien. Les anthropologues et les Français et les historiens du droit ont montré en réalité qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, malgré la consécration du modisme juridique et de l'imposition du principe monogamique du mariage, les populations continuent à se référer à leurs pratiques coutumières en matière de mariage. C'est-à-dire, la polygamie est encore très pratiquée en Côte d'Ivoire malgré son interdiction législative. Donc, voilà une bonne raison de réfléchir sur la pertinence du monisme juridique. En matière foncière également, il y a également lieu de réfléchir sur cette question. Aujourd'hui, au Sénégal, il n'est nullement nécessaire de sortir du Sénégal. Il faut aller tout simplement dans les régions rurales, et surtout dans le sud de la Casamance, par exemple, pour voir que le système de livre foncier imposé par le législateur n'est pas très prisé. Et d'ailleurs, les statistiques que nous avons aujourd'hui corroborent cette impression, cette intuition, c'est que sur 18 millions d'habitants, nous avons 150 000 titres fonciers. Ça veut dire tout simplement que les titres fonciers, en réalité, peinent encore à avoir l'effectivité, en tout cas, dont ils ambitionnent d'installer ici au Sénégal. Maintenant, il faudra peut-être, et c'est l'occasion de réfléchir sur la pertinence du titre foncier au Sénégal. Si on a un système de matriculation qui impose le titre comme titre de propriété valable de titre foncier et que les populations sont encore ignorants et sont encore en tout cas hostiles à ce procédé, il faudra peut-être essayer de réfléchir sur cette pertinence. La question n'est pas très débattue, mais la question devrait tout simplement attirer l'attention aujourd'hui de la doctrine juridique. Et je pense bien que dans le cadre de ce programme de séminaire, que vos collègues peut-être poseront ce débat pour voir s'il n'y a pas lieu de faire quelque chose avec le titre foncier. Aujourd'hui, la possession est exclue en droit sénégalais, mais est-ce qu'il n'y a pas maintenant lieu de reconnaître la possession l'usucapion immobilière, d'autant plus que 95% de nos terres se situent sur le domaine national, des terres qui refusent toute idée d'appropriation privative. Donc, c'est un débat qu'il faut poser et un débat qui est là. Donc, en partant de ces éléments, nous pensons qu'il faut faire place aux autres foyers normatifs à travers un ordre pluraliste. Aujourd'hui, pour moi, et cela a été dit par l'anthropologue français Michel Ariot depuis très longtemps, qu'aujourd'hui, le communautarisme négro-africain et la question de la perception, en tout cas, du droit et des langues coloniales et autres, autorise aujourd'hui un ordre pluraliste. Et bizarrement, cela a été dit vers les années 80 et aujourd'hui, cela se confirme. Il faut aujourd'hui un ordre pluraliste qui va permettre, en tout cas, à côté du droit écrit, de faire coexister la coutume pour faire des sciences juridiques, en tout cas, une science plus appréciée et plus acceptée. Le problème d'inactivité que souligne l'essentiel des travaux
de la doctrine juridique africaine ne tiennent qu'à cela. C'est que le droit est éloigné des réalités sociales. Et la meilleure façon de rapprocher les sciences juridiques des réalités sociales, c'est de faire place à la coutume, aux pratiques coutumières africaines. Et à ce propos, les travaux de Jean Carbonnier sur le droit mou, flexible droit, en tout cas, peut beaucoup aider les juristes africains à penser, en tout cas, qu'en marge de ce droit légiféré qui est rigide, il peut y exister en tout cas d'autres foyers normatifs, et cela collerait parfaitement aux réalités négro-africaines, qui en tout cas, elles sont plutôt, en tout cas, qui plutôt existent en tout cas sur des ordres pluralistes, sur en tout cas des foyers normatifs, sur des normativités plurielles. Donc, grosso modo, Madame Diop, voici ce que je souhaitais partager avec vous. Il y a sans doute des questions auxquelles j'ai manqué de soulever. Et c'est dans l'espoir qu'un juriste plus connaissant vraiment sur la question, peut-être un professeur Aziz Diop ou bien un professeur Assama Ndiaye, viendra et apportera en tout cas des propositions plus personnelles que les miennes. Merci beaucoup. Merci, M. Cicero, pour la qualité de votre intervention. Et je pense que vous êtes intervenu sur 3 points. Premièrement, vous avez tenté dans une première partie de dissocier le concept de pensée décoloniale et de théorie postcoloniale, parce que d'habitude, je pense que beaucoup de gens, en tout cas les gens qui ne sont pas habitués à ces termes, ont tendance à les assimiler, mais de par leur définition et de par leur, je pense comme vous l'avez énoncé, de par leur lieu d'énonciation, de par leur champ d'expression et de par leur approche épistémologique, ce sont des théories totalement différentes. Vous êtes aussi revenu sur l'apport que pourraient avoir ces pensées décoloniales dans les sciences juridiques. Vous avez soulevé le problème du désintérêt des sciences juridiques quant aux pensées décoloniales, mais un désintérêt qui en tout cas s'effrite, parce que un vent décolonial a commencé un peu plus à souffler en Afrique. Et vous l'avez relevé, il y a eu des auteurs qui ont été des précurseurs dans ce domaine. Vous avez cité le Guy Adjeté Kouassigan. Oui, c'est ça. Et vous avez cité beaucoup d'auteurs africains. Et même dans d'autres domaines où le droit des affaires, droit OADA, la bioéthique, etc., etc., ce sont des matières qui, de base, sont hermétiques, en fait, à la science décoloniale, mais qui s'ouvrent de plus en plus à ces concepts-là. Et dans la dernière partie de votre communication, vous avez soulevé les sentiers décoloniaux. Vous avez relevé premièrement qu'il fallait ouvrir les sciences juridiques à l'approche interdisciplinaire et qu'il ne fallait pas considérer le droit comme une science close, qu'il fallait l'ouvrir et intégrer peut-être d'autres disciplines dans l'étude des sciences juridiques. Vous avez aussi relevé que pour décoloniser, en tout cas, ou bien pour décoloniser nos savoirs, fallait pencher pour le multilinguisme et intégrer les langues locales, etc., dans la science juridique pour venir à bout, entre guillemets, du fait que les sciences juridiques ne s'incorporent pas forcément dans notre société. Et dans une dernière partie, vous avez dit qu'il fallait faire place au pluralisme et aux coutumes africaines, entre guillemets, pour incorporer le droit réconcilier le droit à l'ordre social. Merci, je pense. On va essayer de voir s'il y a des questions. Avant de venir aux questions, lorsque vous avez terminé votre intervention, vous avez dit qu'il fallait faire place aux coutumes africaines. Oui. Je pense l'une des critiques les plus violentes concernant la pensée décoloniale, les sciences les perspectives décoloniales, c'est les chercheurs qui, entre guillemets, prônent cela. Vous dites tout le temps, il faut retourner aux coutumes pour faire place aux coutumes. Mais on parle de quelles coutumes? En général, les détracteurs de la science décoloniale disent, vous voulez faire un retour au passé, alors que le monde a évolué, etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous entendez clairement par faire place aux coutumes africaines? Et de quelles coutumes parle-t-on? La question que vous posez, Mme Diop,
D'ailleurs, ça ne se situe uniquement pas sur le terrain juridique. La question est également présente dans les autres sciences sociales. Et Moudimbe, en tout cas, je m'associe à sa réflexion sur la question, a eu à donner en tout cas une réponse qui me semble brillante. Moudimbe dit en réalité que l'action de réinvention du discours devra prendre appui, devra s'enraciner dans le présent africain. Et ce propos, en tout cas, règle définitivement la question. Il ne s'agit pas en réalité, à notre sens, comme de façon très caricaturale, le présente les positivistes et les détracteurs des perspectives décoloniales, qu'il faut nécessairement un retour au passé. Ce passé, malheureusement, n'existe plus. Il ne faut plus y retourner. Mais nous savons tous que l'histoire nous aide toujours à nous éclairer, à comprendre notre présent et à mieux engager le futur. Aujourd'hui, l'action, le lieu d'énonciation de notre discours, de la réinvention du discours scientifique sur l'Afrique, et juridique particulièrement dans notre cas d'espèce, devra s'enraciner dans le présent africain. Et ce présent africain, à quoi cela consiste? C'est de voir aujourd'hui, dans nos rapports sociaux, c'est de voir aujourd'hui au quotidien quelles sont les pratiques culturelles les plus pertinentes. Il y a beaucoup de pratiques culturelles qui sont aujourd'hui déchets, qui sont actuellement aujourd'hui inadaptées à nos réalités sociales. Il faut les abandonner et oublier. Il faut également refuser de s'enfermer dans un identitarisme contre-productif. Donc aujourd'hui, il faut inscrire le discours dans le présent africain et à partir de ce présent africain, essayer de voir dans la pratique quelles sont les pratiques importantes, quelles sont les pratiques encore pertinentes. Et ici, le mot pertinente est à prendre sérieusement en compte. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui quand on sort, quand on regarde les gens? Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui quand une personne, en tout cas, a des devoirs avec la justice? Qu'est-ce qu'il dit? Dans les conflits fonciers, qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Et donc, ce sont ces réalités qui continuent encore d'influencer les imaginaires postcoloniales qu'il faut capturer, qu'il faut capter et l'intégrer dans la production du savoir juridique. En tout cas, c'est ce que je pense, à mon avis. D'accord. Nous allons prendre quelques interventions. Il y a M. Adam Kamara-Choubou qui dit bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment, M. Sissoko, pour ce bel exposé. Vous le connaissez bien, c'est toujours un plaisir de vous écouter, vous lire. La décolonisation admet tacitement la réussite de l'entreprise coloniale, coloniale et lui prête une emprise fondamentale, une totalité et en subordonnant la libération à une forme de sortie de ce schéma, elle poursuit une illusion, une ombre. Ces mots sont d'Elgas, un jeune sociologue sénégalais qui a réfléchi récemment sur le paradigme, sur le paradigme, sur le paradigme décolonial avec le concept de l'incolonisable et qui, avec une, je sais pas, la question, elle est incomplète ou comment? Avec le concept de l'incolonisable avec qui, je n'ai pas, Monsieur Tchoub, je n'arrive pas à retrouver le reste de votre question. D'accord. Euh, Je pense que Choubo a cité Elgas, oui. oui, et a parlé du concept de l'incolonisable. Ah oui, j'ai retrouvé Oui, sa question. Il a posé la question de savoir, sans être provocateur, j'aimerais savoir la place que vous donneriez à ce concept dans le questionnement des sciences juridiques en Afrique. Est-il réellement un concept qui est à rebours du paradigme décolonial? Le concept de l'incolonisable. Oui. C'est la première fois que je vois le concept de l'incolonisable. Toutefois, ce que je sais, c'est que les personnes décoloniales sont également l'objet de critiques parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui le reprochent un fétichisme épistémologique qui est là. C'est-à-dire, dans la pensée décoloniale, il y a beaucoup d'auteurs réfractaires à celle-ci et de celle-ci qui pensent que les auteurs qui se revendiquent de ce courant ont plutôt tendance à diaboliser l'Occident, c'est-à-dire à décliner une ligne, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu un manichéisme, en disant que l'Occident, l'Europe, tout ce qui est produit par l'Europe, représente le diable, les ténèbres, la violence.
Et les peuples dominés représentent en tout cas l'axe du bien, et représentent en tout cas, ça c'est une posture victimaire. Je pense même que j'ai lu un texte de Jean-François Bayard qui faisait un peu le procès des perspectives décoloniales. Donc peut-être que c'est dans cette lignée que s'inscrit en tout cas la pensée, le concept inventé par Elgas, en tout cas qui dans son ouvrage qui possible, Les bons ressentis coloniales, presque tire sur tout. Je pense que voilà, c'est dans cette... Mais c'est la première fois que je rencontre ce concept et je ne sais pas en réalité ce que Elgas vraiment veut dire à propos de cela. Et aussi avec les concepts, il faut savoir que les concepts évoluent et les concepts arrivent à maturation. Et pour le moment, c'est peut-être quelque chose de nouveau qui est là sur la table et il faudra peut-être attendre pour voir qu'est-ce que cela donnera d'ici quelques années. D'accord. Il y a aussi une intervention de Monsieur Omri. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation très riche. J'ai une simple question sémantique car vous mobilisez le terme décolonial à propos des critiques du droit en Afrique, ce qui apparaît aussi dans le titre de la présentation. Mais après ce que vous avez dit en première partie sur l'importance de 1492 et des colonisateurs portugais et espagnols pour les approches décoloniales, ne peut-on pas dire que les critiques du droit en Afrique relèvent de l'approche postcoloniale plutôt que décoloniale, car le droit importé sur le continent vient du 19e siècle et non de 1492, en particulier pour les pays francophones? Oui, effectivement, je peux comprendre effectivement la question de M. Ayton Ogri. Et d'ailleurs, toute la littérature, en tout cas, qu'on peut consulter et constater sur la question, peuvent être rangées sur la catégorie des études postcoloniales. Sauf qu'aujourd'hui, à notre sens, en tout cas, nous, tel que nous sentons la question, et d'ailleurs, je l'ai dit dans ma présentation, il ne s'agit plus de se limiter aux conséquences de la colonisation. Il ne s'agit plus de penser la domination et la subalternisation des savoirs des peuples dominés seulement à partir de l'expérience des États d'Asie et d'Afrique. Il faut peut-être remonter plus loin et pour voir que cette propension, cette prétention des Occidentaux à se consacrer à se considérer et consacrer comme supérieur sur les autres pays ne date pas du 19e siècle, mais a des origines plus lointaines. Et l'autre raison qui explique la perspective coloniale, c'est qu'aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure cela en amont, lors de ma présentation de l'étude comparative théorie décoloniale et postcoloniale, en disant que la théorie décoloniale visait structurellement, visait foncièrement les fondements structurels et épistémiques de cette domination. Donc, il ne s'agit plus de se référer en tout cas à ce qui est apparent, mais aux causes non invisibles, aux causes profondes qui sont là. Et ces causes, c'est plutôt de l'ordre du savoir, de la construction et de la fabrique. Comment les Occidentaux, en tout cas, ont réussi à imposer leur savoir aux colonisés. Ce n'est pas une question, je vais vous imposer mon savoir, mais il y a un discours, il y a un travail intellectuel qui est là. Et c'est l'approche décoloniale qui nous permet de mieux, en tout cas, comprendre cela et de mieux connaître cela. D'ailleurs, il faut s'approprier, peut-être, là où je vais retrouver M. Aubry, c'est que il ne faut pas faire l'impasse sur les études postcoloniales ou bien considérer que les études coloniales sont meilleures, mais plutôt essayer de questionner les études postcoloniales et de savoir ce qu'on peut puiser là-bas. Et ce qu'on peut puiser là-bas, on peut partir de l'orientalisme d'Edward Said, qui a montré en réalité que l'Europe s'est centrée et a pensé le reste du monde, l'autre, comme on dit, la création de l'autre. Donc, Edward Said est un auteur fondamental qu'on doit mobiliser aussi dans la réinvention du discours juridique en Afrique. Les travaux également de Foucault sur l'archéologie du discours et autres également sont intéressants. Donc, oui, effectivement, la domination juridique de l'Afrique évolue avec la colonisation française au 19e siècle, mais la théorie décoloniale a beaucoup de choses à apporter, d'où la nécessaire et d'où l'effort en tout cas d'aller en ce sens et essayer de puiser en tout cas dans son épistémologie et de l'autre côté essayer de regarder dans les études postcoloniales ce qu'on peut également tirer. Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle études décoloniales et études postcoloniales se retrouvent, c'est que ils sont d'accord, elles sont d'accord en réalité sur la critique de l'eurocentrisme. Il y a un discours et ce discours est pro-occidental, ce discours est eurocentré.
comment réussir maintenant à décentrer, de sorte que les autres puissent exister en dignité. Donc, on peut, ce qui signifie qu'on peut puiser ici et puiser ici. Mais l'approche décoloniale a quelque chose de nouveau à nous apporter et c'est la raison pour laquelle on a orienté en réalité notre réflexion sur ce sens, en ce sens. Il y a aussi Madame Atkene Kamara, je vous félicite. Félicitations pour cette belle présentation de ce Cicero. J'espère que toutes celles et ceux qui vous ont écouté vont emprunter les sentiers que vous avez tracés. Il y a aussi le professeur El Somania qui a répondu à la provocation de M. Chou. Il dit que l'incolonisable n'a pas besoin d'être décolonisé. Mais professeur, vous pouvez prendre la parole pour apporter des éclaircissements sur la question de Chou. Il y a aussi Dame qui dit il est d'ailleurs dans l'espace résistant des pratiques culturelles africaines. D'accord. L'incolonisable dans la pensée d'Elgas est ce qu'on appelle dans le terrain juridique la normativité sociale très résistante à l'envahissement juridique colonial. Kouassigan l'avait expliqué dans le terrain du droit de la famille à travers certaines institutions du droit foncier. Bon, c'est Dame. Oui, Dame, nous vous remercions pour cette belle intervention. Il y a aussi un droit sénégalais est sociologiquement un droit régional et sous-régional. L'idée de pluralisme africain n'est donc pas une simple vue de l'esprit, mais quelle serait sa partition dans cette perspective décoloniale? Mais la perspective décoloniale, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'ouvrir les sciences juridiques. J'ai cité 3 sentiers. J'ai montré en réalité dans ma présentation que le paradigme à travers lequel les sciences juridiques sont interrogées en Afrique, c'est le paradigme positiviste qui épouse les méthodes des sciences de la nature. Donc, c'est un paradigme qui se veut rationnel et objectif. Autre chose, j'ai montré en réalité que toujours dans ce paradigme positiviste, le droit est moniste, c'est-à-dire c'est un droit qui ne saurait provenir que d'une autorité centrale, c'est-à-dire l'État. Donc ça également, c'est une clôture. Donc il y a une clôture d'abord dans sa façon d'exister, le modèle juridique. Il y a une clôture du droit dans son isolement avec les autres disciplines. Et il y a une clôture du droit dans son unilinguisme d'État hégémonique et arrogant. Aujourd'hui, l'apport des perspectives décoloniales, c'est de permettre de décloisonner les sciences juridiques. C'est uniquement cela, décloisonner les sciences juridiques, de sorte que les sciences juridiques puissent être la chose de tous, les sciences juridiques puissent être le reflet des réalités sociales africaines. L'auteur de la question le dit tout à l'heure en disant que ce n'est même pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Donc, c'est une manière de permettre sociologiquement aux droits africains d'exister comme réalité là et d'avoir une fécondité sociale. D'accord. Tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Tout à l'heure, vous avez relevé que, en tout cas, certains auteurs avaient une posture victimaire, en tout cas en taxant tout ce qui vient de l'Occident de mauvais, en disant que tout ce qui vient, en tout cas, d'Afrique est bien meilleur. Ça, c'est la critique c'est la critique qu'on adresse souvent aux auteurs postcoloniaux et aux auteurs postcoloniaux et décoloniaux. C'est-à-dire, vous savez que les études postcoloniales et les études décoloniales, en tout cas, ont pour mission commune de déconstruire le ressenti du discours. Sauf que le problème, c'est que pour déconstruire ce discours, vous êtes obligé de nommer les choses. Vous avez d'une part un dominant et un dominé. Et qu'est-ce qu'un dominant fait? Un dominant exporte son savoir et ses cultures. Et le problème, c'est que ces dominants n'ont pas amené uniquement qu'un discours. C'est d'abord des occupations matérielles. C'est un lot de violence. Et cette violence est symbolique, cette violence est physique, cette violence est militaire. Et maintenant, pour déconstruire cela, c'est un ensemble. Vous allez faire en tout cas un chapelet d'explications pour expliquer comment nous en sommes là. Et les auteurs du contre-discours aujourd'hui disent en réalité que c'était des postures fétichistes et des postures manichéennes, des postures victimaires. Et qu'il fallait peut-être, en bon universel, en bon penseur, essayer d'analyser froidement cela et non en tentant, en tout cas obstinément, à diaboliser l'Occident et ses savoirs. Donc, ceux qui critiquent les penseurs postcoloniaux et décoloniaux s'insurgent contre l'image et en tout cas le tableau que l'on peint de l'Occident, quoi, en disant que voilà, l'Occident, ça représente le mal, l'axe du mal, la violence, etc.
Mais alors, quelle serait en tout cas votre position par rapport à la question? Est-ce que, étant donné que vous ne pensez pas que ce qui vient de l'Occident est forcément mal, qu'est-ce qu'on devrait faire de cet héritage occidental? Est-ce qu'il faudrait faire une table rase, Oui, écarter tout ce qui vient de l'Occident? Bien. c'est là où il faut être réaliste. C'est-à-dire, il ne faut pas dire en réalité, en tout cas à mon sens, c'est ce que je et c'est ce que je crois comme l'option la plus réaliste et la plus réalisable. Aujourd'hui, on ne peut plus faire table rase. L'élève colonial, aujourd'hui, il faut essayer de voir ce qui peut nous être utile et de l'emprunter. Par exemple, moi, je pense que le droit écrit peut nous être utile. C'est-à-dire, je suis d'accord que l'on puisse sortir du dogme du droit codifié. C'est-à-dire, il ne saurait y avoir de normativité en dehors du droit codifié, mais le droit écrit en soi, le support textuel, pour moi, on a besoin de ça. C'est un lait colonial, puisque avant les colonisateurs, on n'avait pas, en tout cas, nous étions un peuple majoritairement dominé par l'oralité. Et on peut avoir, en tout cas, par exemple, la Constitution, par exemple, c'est un lait colonial, et je pense qu'on peut également conserver ça. Donc, aujourd'hui, moi, ma posture, c'est une posture de tri. Ça veut dire questionner froidement, ne pas tomber dans un identitarisme productif en disant c'est pas bien, on va faire table rase. Ce discours pouvait avoir une petite pertinence au lendemain des indépendances, c'est-à-dire dans les années 60. Mais aujourd'hui, tout est imbriqué, tout est lié. Aujourd'hui, nous avons besoin également de dialoguer avec le reste du monde. L'Afrique n'est pas en hors monde. Aujourd'hui, quand nous devons penser les sciences juridiques, on ne doit pas, en tout cas, nous isoler et penser les sciences juridiques seulement sur une perspective africaine. Il faut savoir qu'également, à côté, en réalité, il peut y exister et il y a un nécessaire dialogue avec le reste du monde. Et à travers, c'est avec un certain nombre d'instruments qu'on pourra dialoguer avec le reste du monde. Donc, moi, ma vision, c'est qu'il faudra faire une catégorisation. C'est-à-dire sur les disciplines de l'identité, c'est-à-dire les disciplines, en tout cas à force identitaire, comme le droit des biens, le droit des personnes, le droit de la famille, il faut nécessairement que ces disciplines soient le reflet d'une réalité sociale. Maintenant, pour les disciplines, par exemple, qui portent sur les droits de l'homme, par exemple, il faut nécessairement avoir des instruments pour pouvoir dialoguer avec le reste du monde. Les questions environnementales, les questions écologiques et autres. Donc, il faut un tri et il faut également une catégorisation. Toutes les disciplines à force charge identitaire doivent prendre nos empreintes. Mais toutes les disciplines qui nécessairement nous imposent un dialogue, nous devons essayer de voir à travers les instruments légués par la colonisation, lesquels devront nous permettre à pouvoir dialoguer avec tout le monde. Ça, c'est mon avis. Oui, votre directeur de thèse, Samuel, qui me dit félicitations à M. Cicero. Merci pour la belle tribune que vous donnez à l'école dans laquelle se retrouvent beaucoup de docteurs de notre génération. Mais je pensais que vous saisiriez une occasion plus solennelle pour m'informer que vous abandonniez votre thèse sur la codification du droit des biens avec votre proposition de pluralisme comme expédient de la décolonialité. Non, le prof El Assamba, il connaît déjà mon avis. Je pense que voilà, quoi, il va me taquiner, tout simplement. Non, je n'abandonne pas la thèse. Le droit codifié a encore ses mérites. Et je reste persuadé que, encore, en tout cas, le droit codifié peut nous être utile. Maintenant, la question de savoir quelle part allons-nous accorder, voilà, au droit codifié, au droit légiféré. Est-ce que nous allons continuer dans ce monisme juridique dogmatique, arrogant et prétentieux, qui veut qu'en dehors du droit codifié, il ne puisse exister autre droit? Ou bien est-ce qu'il faut diluer cela, réduire nécessairement l'espace du droit codifié et permettre aux autres foyers d'exister? Moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, que la codification ne doit plus avoir des prétentions hégémoniques. Peut-être, quand on codifie, peut-être qu'il faut essayer en tout cas, de prévoir des principes généraux, par exemple, applicables à une matière, et le reste de pouvoir, en tout cas, permettre aux populations de recourir à des coutumes pertinentes ou bien permettre aux juges de pouvoir combler ces lacunes. Par exemple, ici, peut-être dans une proposition de codification, le juge devrait avoir, en tout cas, plus de travail. Au lieu de se contenter à appliquer la loi, le juge devra mobiliser son pouvoir prétarien pour pouvoir, en tout cas, apporter quelque chose, pouvoir légiférer et du moins pour pouvoir créer le droit et régler cas par cas.
réduire la codification, le droit codifié à des principes généraux et permettre en tout cas au juge de pouvoir déployer son pouvoir protérien et de résoudre les cas par cas. C'est une proposition qui est assez tendante. Je ne sais pas ce que le prof en pense. Il y a aussi une intervention de M. Djandi. Merci d'avoir posé le débat. En m'appuyant sur cette interpellation de Moudimbe, je cite, je pense que nous avons autre chose à faire de manière urgente. Assumer librement la responsabilité d'une pensée qui porte sur notre destin et notre milieu avec comme objectif la réadaptation d'un psychisme que nous n'avons pas toujours le courage de nous refaire parce que, à tort ou à raison, l'entreprise nous paraît titanesque. C'est en cette entreprise que gît notre problème, le problème majeur. C'est de cette entreprise que dépend aujourd'hui et dépendra demain la pertinence des attitudes que nous pouvons développer face aux endémies qui nous viennent d'ailleurs ou que nous créons nous-mêmes, qu'elles soient de nature économique, politique ou idéologique. Fin de citation. Et après, il suit avec une question. Je voudrais poser la question suivante. Dans le champ des sciences juridiques, à la lumière des perspectives décoloniales, à qui revient aujourd'hui la responsabilité concrète de cette entreprise intellectuelle et critique que décrit Modimbe et surtout, quelles pistes pratiques et méthodologiques pouvons-nous envisager pour avancer dans cette réadaptation de notre psychisme collectif et de nos cadres juridiques? Oui, je connais cette citation de Modimbe dans l'auteur du père. C'est une citation qui est hyper importante et puissante dans la mesure où Modimbe montre d'abord un mal qui est là et ce mal est double. D'abord, notre savoir qu'on a, en tout cas, c'est un savoir corrompu. Modimbe utilise l'expression de science folle, mais l'autre mal que décrit Modimbe d'abord dès les premières lignes de cette situation, c'est notre incapacité, notre courage à refaire nos infrastructures psychiques pour repenser en tout cas ce savoir scientifique qu'on a. Et durant toute l'œuvre du père, dans tout l'ouvrage, c'est ce que tente de décrire et de décrypter Moudimbe. Comment arriverons-nous à nous détacher de temps et qu'est-ce que cela nous coûte? D'ailleurs, Moudimbe ne donne pas de réponse et moi, je n'ai pas également de réponse à donner à M. Diani. Peut-être que des gens plus savants comme le professeur Ndiaye et le professeur Diouf, le professeur Fatkine Kabre qui sont là ou le docteur Mamoudou Diawara, en tout cas, pourront nous donner des réponses. Mais tout ce que je sais, c'est que quand on nomme un mal, un problème, c'est à moitié résolu. Maintenant, il s'agira de trouver les éléments techniques qui devront nous permettre, en tout cas, de sortir de cet ordre du discours corrompu. Maintenant, pour moi, chaque discipline, avec ses méthodes propres, devra tenter d'apporter ses propres réponses. Aujourd'hui, les juristes, Moudimbe, quand il pose cette question, il pose cette question sur les sciences sociales en général. Il interroge les sciences sociales de façon générale et il interroge également notre imaginaire postcolonial. Maintenant, il reviendra en tout cas à chaque spécialiste qui se revendique d'une discipline de tenter d'apporter les réponses, en tout cas, qui sont plus adaptées à sa discipline. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les anthropologues puissent avoir sur cette question les mêmes réponses que les juristes. Moi, j'ai essayé de donner en tout cas une piste de réflexion et cette piste de réflexion me semble en tout cas très, très utile et très fort d'intérêt, c'est l'approche interdisciplinaire. Le cloisonnement disciplinaire est un héritage colonial. Et ce cloisonnement disciplinaire empêche les sciences juridiques, en tout cas, d'être fécondes au plan social. Aujourd'hui, il faut ouvrir les sciences juridiques aux sciences auxiliaires. Et ces sciences auxiliaires, comme l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la linguistique, devront permettre, en tout cas, aux sciences juridiques, d'abord de se détacher, parce que c'est un acte de détachement avec l'ordre colonial, mais aussi de pouvoir s'imprégner et de pouvoir être le reflet des réalités négro-africaines que nous avons. Je pense que la professeure Madame Fatkine Kamara a répondu à M. Jandi. Elle dit, concernant votre question, elle dit, nous devons faire l'effort de connaître le droit africain tel qu'il est représenté par le droit de l'Égypte ancienne. Lisez tous les livres qui portent sur cette matière, à commencer par ceux de Cheikh Anta Diop, Ousmane Niambay, Bernadette Menus, Yopo Reka Somé et Théophile Obenga. La liste est longue, il y a eu travail, il y a donc pas de temps à perdre. Je pense que... Oui, oui, le professeur Fatkine Kamara
ce qu'elle dit est hyper important. D'ailleurs, c'est André Diop, dans Civilisation et Barbarie, disait que le retour aux humanités égypto-nubiennes est un enjeu épistémologique. Par exemple, dans la réinvention du discours, André Diop pensait, en tout cas, qu'il faut partir des humanités égypto-nubiennes pour réinventer la pratique du savoir en Afrique. Et cette lecture est partagée par Mme Camara, on le sait déjà, elle l'a dit et redit à plusieurs reprises, et c'est une belle piste de suggestion. Après, certaines personnes peuvent ne pas être d'accord avec cette approche qui consiste à repartir, en tout cas, à partir des humanités égypto-nubiennes. Et d'ailleurs, j'ai constaté un peu cela en lisant Afrotopia de Felwine Sarr, que Felwine Sarr, dans son projet de réinvention du discours, en tout cas, ne cite pas Cheikh Anta Diop et se méfie un peu des humanités égypto-nubiennes parce que peut-être que ce sont des humanités qui sont trop éloignées, en tout cas, de ce que nous avons aujourd'hui en Afrique. Et cette lecture, cette réticence et ce doute de Felwine semble être partagée par Mudimbe. Parce que Mudimbe, quand on lit ses travaux, en tout cas sur les conditions de possibilité de réinvention d'une science spécifiquement africaine, en tout cas, semble être un peu critique pour un retour aux identités égypto-nubiennes. Mais encore que la proposition de Diop est capitale, l'Égypte est incontournable, la science produite autour de l'Égypte est également capitale pour en tout cas aller dans le sens d'un réinvestissement épistémologique du droit en Afrique. Et j'ajouterai à l'intervention de Mme Camara peut-être un auteur, Mbok Basson, qui a écrit un ouvrage sur la théorie africaine du droit et qui pourrait également permettre à notre ami Djandi de mieux comprendre la pensée pharaonique égyptienne. Oui, il y a aussi une question de Mme Khaira Cham. Bonjour, cher ami Mary et cher Cicero. Merci pour cet exposé riche. Cependant, je trouve que la perspective décoloniale telle que vous nous la proposez manque sa radicalité originelle appliquée au Sénégal. Vous ne critiquez pas les idéologies religieuses dont l'islam comme soft power de l'orientalisme. Ibn Khaldoun dit bien que les Noirs sont une race inférieure, par exemple, et du totalitarisme actuel des tenants de cette idéologie. Cette idéologie et cette vision du monde ont été intégrées dans nos codes, en particulier de la famille, et qui maintient toute une partie de la population dans une esclavagisation masculine en leur retirant la qualité de sujet de droit. De même, les traditions africaines qui fonctionnent comme idéal ou paradis perdu ne sont-elles pas critiquables, surtout lorsqu'elles ne sont convoquées que pour exercer un contrôle coercitif sur le corps des femmes. Observer comment les gens vivent sans décoloniser leur esprit me semble de ce point de vue dangereux, non. Non, c'est Khaira bon. De toute façon, la critique n'est jamais radicale pour elle, quoi. Ouais, mais bon, je peux comprendre en réalité sa préoccupation. Peut-être que ce n'était pas un peu à l'ordre du jour. Comme je l'ai dit, en tout cas, en conclusion de ma présentation, que d'autres juristes, en tout cas, parce que la question aujourd'hui ne s'épuise pas. On a essayé de poser les jalons et la réflexion va naturellement continuer. Et d'ailleurs, dans l'intervention de Mme Thiam, d'ailleurs, il y a une piste de réflexion que peut-être dans le cadre de vos séminaires que vous pouvez en tout cas exploiter, c'est le paradigme arabe et les législations africaines, par exemple. Voilà une belle en tout cas question sur laquelle on peut réfléchir et revenir carrément sur la violence symbolique de l'arabité aujourd'hui qui est là. Je pense que le procès de l'Assemblée Ndiaye a actuellement, en tout cas, sous ses coudes, une réflexion à publier allant dans ce sens et qui va brosser un peu les préoccupations de Mme Thiam. Je pense que cette question, comme en tout cas sujet de séminaire, pourrait permettre vraiment à répondre aux préoccupations soulevées par Mme Thiam. Parce que, quoi qu'on puisse dire, les Arabes également ont eu à apporter leur violence scientifique, symbolique chez nous. Et d'ailleurs, la colonisation arabo-musulmane a été plus longue que la colonisation occidentale. Nous sommes sur 13 siècles de domination, etc. Et on voit également les ravages des paradigmes arabes aujourd'hui dans notre quotidien avec la fanatisation, un peu le recul de la rationalité et le fatalisme qui est en train de ronger notre peuple, etc. Ce sont des questions qu'il faut poser. Et les perspectives décoloniales englobent cela.
Sauf qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas englober toutes les questions. Et je l'ai dit en amont de mon intervention que cette communication n'aura aucune ambition à l'exhaustivité. Elle sera plutôt inscrite sur des points définis, avec des objectifs définis. Mais Mme Haracham, là, nous donne un chantier à réfléchir pour vraiment les séminaires à venir. Et je pense qu'il y a Mme Fatkine Kamara qui dit le Code de la famille est l'exemple typique d'un texte colonial fondé sur les intérêts bien compris à court et long terme de l'envahisseur colonial. Effectivement. Effectivement, je pense qu'il n'y a plus vraiment de questions. C'est bon. Et ça aurait été bien si le professeur Lassamba ou Mme Fatkine Kamara, en tout cas, puisse prendre la parole et vraiment bonifier, en tout cas, cette modeste réflexion d'une prise de parole orale de 2 à 3 minutes pour un peu, voilà, baliser davantage les chemins. Je pense qu'il y a une question. Et à Monsieur Alpha, merci pour la pertinence de votre exposé tout à l'heure. Vous avez fait une proposition intéressante. Certaines disciplines du droit, comme le droit de la famille, doivent rester encadrées par nos réalités propres, alors que d'autres, comme le droit de l'homme, exigent une ouverture et un dialogue avec l'international. Moi, je m'intéresse au paradigme décolonial dans le droit des nouvelles technologies. C'est une question complexe car le monde numérique est par nature transfrontalier. Jusqu'ici, nous avons surtout mimétiser les règles venues d'ailleurs, mais dans les faits, les Africains n'utilisent pas les nouvelles technologies de la même manière que dans d'autres régions du monde. Par exemple, les réseaux sociaux tels que TikTok, WhatsApp sont de véritables espaces commerciaux. Alors, ma question est de savoir si nous partons de ces pratiques spécifiques à l'Afrique pour penser nos législations, est-ce que cela peut être considéré comme une démarche véritablement décoloniale ou doit-on la rattacher à un autre courant philosophique? Je dirais qu'il y a des décoloniales en cela. Tout ce qui consiste vraiment à tenter une approche originale qui d'abord, pour reprendre l'expression de Bouribé, se détacher de l'Occident, peut être considéré comme, en tout cas, un acte décolonial. Maintenant, la question, le sujet sur lequel porte la question, c'est-à-dire la question technologique, c'est un domaine qui admet difficilement, en tout cas, ces perspectives. Puisque la technologie en soi, en réalité, ce n'est pas un domaine en réalité à force charge identitaire et ce n'est pas un domaine qui admet trop bien souvent, en tout cas, les cloisonnements. Et partant de ce constat, il sera difficile, en tout cas, de mettre trop en avant une idéologie par rapport à cette question. Je pense qu'on peut encadrer, en tout cas, leur usage de façon à ce que cet usage soit adapté à nos réalités sociales. Mais de là à vouloir vraiment adosser, en tout cas, arrimer leur usage à une idéologie décoloniale, ce serait peut-être un peu excessif et dogmatique. Mais néanmoins, je considère, moi, en tout cas, c'est mon avis, que tout ce qui questionne la colonialité du savoir, peu importe le domaine, peut être considéré comme un acte décolonial. Mais maintenant, sur certains domaines, comme je l'ai dit tantôt, il faudra être plus prudent. Le domaine des technologies, ce n'est pas un domaine en soi qui admet trop, bien souvent en tout cas, l'idéologie. Il faudra peut-être réglementer son usage, de sorte à ce que cet usage soit adapté aux réalités africaines, sans pourtant s'enfermer, en tout cas, sans pourtant s'enfermer dans un identitarisme contre-progressif. Effectivement, et je pense, Mme Fatkine Kamara, elle ne peut pas intervenir, elle est dans un endroit public. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Mme Kamara, en tout cas. Je pense qu'il n'y a plus de questions, on peut clôturer. Si vous permettez, juste un petit mot de félicitations à M. Sissoko et à Mme Diop pour, en tout cas, cette présentation. Non seulement elle a été belle, elle a posé beaucoup plus de questions que de réponses. Et c'est l'objet justement d'une communication. Et sans me passer pour quelqu'un qui ferait une synthèse de toutes les idées, je pense que les échanges, les questions, enfin, les questions écrites, les réponses ouvrent effectivement, comme on s'y attendait, d'excellentes perspectives justement de recherche. Mais malheureusement, il faudra, en tout cas pour toute une génération, succomber à cette obsession, en tout cas, d'inscrire
nos réflexions dans un paradigme décolonial, ce qui amène à s'interroger véritablement sur trois axes d'interrogation à venir. C'est que, et ça apparaît ou transparaît dans les questions et les échanges, c'est que l'approche décoloniale se veut une approche subversive. D'ailleurs, la charge sémantique utilisée par le communicant du jour le montre à souhait. Des termes hors sol, des termes effectivement épistémés, révolution, changement épistémique, etc., montrent qu'effectivement que c'est une approche mais clairement subversive. Mais pourquoi elle est subversive? C'est parce qu'effectivement, on avait fini par considérer, à part peut-être certaines séquences temporelles, que finalement notre manière de penser le droit devait ou devrait nous être justement imposée. Et aujourd'hui, donc, que de plus en plus les théories décoloniales sortent en tout cas du domaine des humanités pour intéresser justement les juristes, parce qu'il faut comprendre que les juristes sont effectivement les plus conservateurs dans les sciences sociales, parce qu'effectivement, c'est eux qui développent la science de l'administration, et l'administration refuse justement de se décoloniser. Ouais, c'est ce que je veux dire. Mais bon, il y a quand même des perspectives qui sont intéressantes, mais bon, pour ne pas trop noyer le poisson, je reviens effectivement à mes trois axes. Subversive, pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, il faut refuser le dictat, il faut le situer historiquement, d'où justement les éléments de phasage historique qui ont été proposés, distinction post-coloniale, décoloniale, et cela interroge sur où est-ce que commence en tout cas le processus de colonisation de notre manière de penser le droit. Est-ce qu'il faut remonter jusqu'à l'Égypte ancienne? Est-ce qu'il faut considérer qu'aujourd'hui, effectivement, même si ça a été une violence symbolique également à la période arabo-musulmane, mais est-ce que l'endogénéisation, en tout cas, de ces pratiques et de cette mode ou de ces modes de pensée à travers le culte que nous partageons aujourd'hui avec le monde arabo-musulman, est-ce que ça immunise effectivement d'une pensée critique justement décoloniale, tout ce partage normatif que nous constatons aujourd'hui et qui a été relevé par naturellement beaucoup de participants. Et ça pose deuxième axe de réflexion, s'il faut restituer l'historicité effectivement de ce processus-là, est-ce que la réflexion doit partir effectivement de l'antécolonial ou est-ce qu'il faut s'interroger en tout cas au phénomène actuel? Mais si on s'intéresse au phénomène actuel, qu'est-ce qui est antécolonial et qu'est-ce qui est endogène dans ce phénomène-là? Et donc, ça pose la question justement de cette perspective. Où est-ce qu'il faut se placer pour envisager justement cette décolonisation? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de pratiques, il y a énormément effectivement de règles dont on peut difficilement les démêler entre effectivement ce qui nous a été imposé, ce qui est justement de nous. Et le troisième axe, pour revenir un peu à la boutade de tout à l'heure de M. Tchoubou, l'incolonisable. Mais oui, l'incolonisable, je ne situe pas le terme dans la pensée de Elgas, bien naturellement, mais en tant que concept qui est peut-être voilà, un peu désincarné. Qu'est-ce que dans l'approche décoloniale, est-ce qu'il faut s'intéresser également à ce que nous apportons au reste du monde? C'est-à-dire, c'est vrai que l'Afrique n'a jamais été dans une politique de coloniser qui que ce soit. Si naturellement on s'émancipe de toute la période de l'Antiquité, voire même du début justement peut-être du Moyen-Âge, parce qu'il n'y a pas peut-être des recherches historiographiques qui nous permettent concrètement de voir est-ce que dans ces périodes, on était dans des logiques vraiment d'empire, de conquistadores, de colonisation, etc. et autres. Si je réserve justement cette part-là, aujourd'hui, de plus en plus, il y a beaucoup, en tout cas, de concepts que l'on nous vend comme étant universels,
mais que l'on peut restituer justement dans notre épistémée en tant que tel. Et que donc, finalement, on nous enlève cette partie que l'on pourrait en tout cas revendiquer d'influencer justement le monde. Je ne parle pas de coloniser justement le monde, mais d'influencer justement le monde. Il y a énormément de nouveaux concepts qui rejaillissent la solidarité telle que les pratiquent les Africains, les communs, aujourd'hui, vous voyez, qui donne finalement une certaine rationalité pour revenir en tout cas au droit des biens à quand même notre conception de l'usage justement des biens, etc. Donc, pour moi, c'est les trois perspectives jusqu'où il faut remonter pour l'approche décoloniale. Dans ce que nous faisons aujourd'hui, qu'est-ce qui est colonial, qu'est-ce qui est antécolonial et qu'est-ce qui est justement, on va dire, post-colonial ou même décolonial, et l'avenir. Est-ce que nous allons effectivement être dans une logique voilà, tout ce qui est incolonisable, est-ce que nous allons l'imposer au reste du monde? Donc, voici quelques peut-être bribes d'une pensée naturellement à continuer et que j'ose penser qu'elle donnera naturellement les fruits, en tout cas, d'une recherche, mais qui se voudra longue. Pour une fois, je pense que si l'œuvre est entamée, ce sont nos petits-fils qui liront ou vivront peut-être dans l'univers que nous décrivons. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, professeur Diaye. Merci beaucoup. La participation était attendue et vous avez pu lever en tout cas beaucoup de gens d'ombre sur des questions sans doute que je n'avais pas pu épuiser ou bien des questions que je n'ai pas pu en tout cas répondre avec beaucoup plus de clarté, comme notamment la question de YouTube. En tout cas, nous vous remercions. Merci. Je pense qu'il y a Pamata Gueye. Merci pour la présentation, M. Soro. Mais pour un meilleur rendement, l'approche décoloniale doit être faite de façon lucide afin de tenir en compte non seulement nos réalités sociales, mais aussi, avant tout, penser à sauver le reste du monde. Oui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. L'Afrique n'est pas un hors-monde. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde et toutes nos perspectives également ne doivent pas être exclusivement autocentrées. Voilà. Il y a une part d'ouverture qu'il faut nécessairement conserver et prendre en compte dans tout projet de réinvention. Moi, mon avis est que tout projet de réinvention qui se fait exclusivement, en tout cas pour l'Afrique, et exclusivement pensé par les Africains et uniquement pour l'Afrique, n'est pas viable parce que nous devons également nous intéresser aux problématiques, en tout cas aux problématiques mondiales. Nous devons penser également à s'ouvrir aux autres et à pouvoir dialoguer avec les autres. Donc, effectivement, la lucidité dont parle M. Gueye, Pamatar, est hyper importante dans ce projet. Et être lucide, ça revient au questionnement du professeur El Samba en disant qu'est-ce qu'il faut considérer comme décolonial, est-ce qu'il faut partir de l'anté, il faut partir du colonial ou bien du poste. Voilà. Et ce travail de tri dont je parlais tout à l'heure, en tout cas, doit être fait à très grand souhait pour pouvoir permettre, en tout cas, de réussir ce pari. Parce que dans ce pari, nous sommes entre l'enclume de vouloir faire quelque chose qui nous ressemble, et voilà, et le marteau de la nécessaire ouverture au reste du monde. Comment trouver cet équilibre? C'est vraiment l'équation qu'on tente de résoudre tous les concepts décoloniaux et postcoloniaux. Je pense qu'il n'y a plus de questions qu'on peut clôturer ces séminaires. Merci, M. Cicero, pour l'honneur que vous avez fait d'accepter d'intervenir dans ce séminaire. Ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup, Mme Diouf. C'est plutôt moi, en tout cas, qui vous remercie, vous et vos collègues, comme je l'ai dit en amont, à l'entente de ma prise de parole, en disant que voilà, vous m'avez donné l'occasion de pouvoir m'exprimer sur un sujet aussi complexe que vague. Et j'ose espérer que la réflexion, d'abord, que cette communication a été utile, et j'ose espérer que la communication et le sujet, la réflexion sera continuée sur d'autres perspectives dégagées par les différents intervenants.
Il y a Mme Khayra Cham qui a dégagé une piste, le professeur Ella Samba, Mme Fatima Kamara. Et je pense que vous et vos collègues devront prendre note et en tout cas, devrez prendre note et essayer de rallonger cela pour dégager en tout cas de façon plus claire, avec beaucoup plus de clarté et d'utilité scientifique, ces questions en tout cas qui continuent encore de nous tarauder l'esprit. Merci beaucoup. Merci. Merci au public virtuel et nous vous disons merci à bientôt et pour la prochaine session. Merci. Merci.